J'ai choisi de parler d'une civilisation du charbon pour l'Angleterre des années 1830 à 1940, car c'est le moment où le charbon pénètre tous les aspects, toutes les dimensions de la vie des Britanniques. Il est bien sûr le pilier de l'industrie et il est célébré comme tel, c'est lui qui donne la puissance du Royaume-Uni et sa domination sur le monde. Mais surtout, ce qui m'intéresse dans cet ouvrage, c'est la façon dont il pénètre les intérieurs domestiques. À partir de 1830, grâce aux canaux puis aux chemins de fer, tous les Britanniques en fait ont accès au charbon et tous les Britanniques l'utilisent, au point qu'en 1900, on considère que 95% des besoins énergétiques du pays sont assurés par ce combustible. Dès lors, le charbon va avoir un double impact qui est un impact civilisationnel à proprement parler. Cette omniprésence du charbon va transformer à la fois les modes de vie, puisque on va devoir gérer ce charbon au quotidien, mais aussi, et j'ai beaucoup insisté là-dessus, les perceptions du monde. En effet, dépendre d'un combustible comme le charbon va entraîner deux choses pour les Britanniques. Tout d'abord, un sentiment de puissance. Pour la première fois, on dispose d'une énergie considérable, sans commune mesure avec ce dont on disposait auparavant, qui va permettre très concrètement de changer le monde. Et qui va aussi donner foi à cette possibilité de changer le monde et créer un optimisme en fait, alors qui va être un peu étouffé à la fin du 19e siècle, mais pendant une partie du siècle, on va croire en les possibilités des sociétés humaines de transformer le monde au mieux. La deuxième conséquence est beaucoup plus négative, c'est que cet imaginaire du charbon va se doter d'une anxiété sur la pénurie possible de ce combustible. Pour la première fois, on dépend d'une énergie de stock et non plus de flux, et donc qui peut bien sûr un jour s'épuiser, ce qui va susciter des inquiétudes qui sont renouvelées tout au long du 19e siècle. Le charbon est omniprésent dans les intérieurs britanniques de la période 1830 à 1940. Il assure 95% des besoins énergétiques du pays, donc il est utilisé par tous les Britanniques tout le temps. Et l'un de mes objectifs dans cet ouvrage a vraiment été de redonner une visibilité à cette source d'énergie. On oublie aujourd'hui, quand on appuie sur un interrupteur ou qu'on utilise sa voiture, que les énergies ont une matérialité. Et cette matérialité, elle était très sensible pour les Britanniques de la période que j'étudie, et j'ai voulu lui redonner sa place, en fait, parce qu'elle a été un peu occultée par les historiens. Et donc j'ai voulu montrer très concrètement comment on utilise le charbon dans les intérieurs britanniques, c'est-à-dire comment on le commande, comment on va le chercher à la cave ou dans le cagibi, comment on allume un feu, ce qui demande une technique particulière, comment est-ce qu'on entretient ce feu, comment est-ce qu'on nettoie la cheminée, comment est-ce qu'on nettoie les intérieurs ensuite, bref, toutes les dimensions de la place de ce charbon dans les intérieurs. Et j'ai voulu insister également sur les dimensions genrées de ces tâches et de cette place du charbon dans les intérieurs domestiques, parce que bien entendu ce sont les femmes qui sont au premier plan en fait de cette gestion. Et c'est une tâche considérable, épuisante pour elles, qui doivent passer leur temps en fait aussi bien à entretenir le feu qu'à nettoyer derrière toutes les saletés qu'il va créer. Donc il y a vraiment une importance très, très concrète, encore une fois, de ce charbon dans les intérieurs, qui se manifeste aussi paradoxalement par une pollution considérable à l'extérieur, puisque c'est la mauvaise combustion du charbon dans des feux de cheminée ouverts qui va entraîner aussi des pollutions terribles des ciels victoriens qu'on imagine et que Dickens par exemple a présenté dans ses romans. L'importance du charbon dans le quotidien des Britanniques explique aussi les terribles angoisses qui animent en fait les plus pauvres des Britanniques en matière de charbon. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, ce qui m'a beaucoup frappé, sur la possibilité de se procurer du charbon à des coûts corrects. En 1873 par exemple, il y a une grande famine de charbon, c'est comme ça qu'on l'appelle, parce que les prix du charbon s'envolent et les classes populaires en fait craignent de ne plus pouvoir se chauffer. Et on a des témoignages effectivement de gens qui mangent froid ou qui meurent de froid véritablement, faute de pouvoir se procurer du charbon. Et donc les Britanniques développent des tas de stratégies pour se procurer du charbon à bon compte, notamment en s'inscrivant dans ce qu'on appelle des coal clubs, des clubs de charbon, qui leur permettent d'avoir du charbon à des prix constants tout au long de l'année, sans souffrir des hausses de prix qui se produisent en général pendant les mois d'hiver. Le charbon est contesté sur la période 1830-1940 par différentes catégories de personnes. D'abord par les réformateurs sociaux. Ce sont ceux qui s'inquiètent beaucoup de la pollution qu'il crée. Le choix de brûler du charbon dans des foyers ouverts, qui est un choix culturel et très défendu en fait par les Britanniques, va entraîner une mauvaise combustion du charbon, donc beaucoup de fumée, et donc les pollutions que l'on connaît, le fameux smog londonien, qui
dont on constate qu'il provoque des morts en fait à partir de la fin du XIXe siècle. Et donc des réformateurs sociaux vont proposer des solutions, notamment des solutions techniques pour essayer de lutter contre cela, et en particulier l'utilisation massive de poêles dans les intérieurs, mais qui ne prennent pas. En fait, les Britanniques ne veulent pas de ça, ils veulent conserver leur feu de cheminée ouvert. Donc ces réformateurs contestent moins le charbon en fait en soi que sa mauvaise utilisation, son gâchis, qui par ailleurs risque d'accroître l'épuisement, enfin d'accélérer plutôt l'épuisement des ressources de charbon. Une deuxième catégorie de personnes va être plutôt des intellectuels, souvent des artistes, qui eux contestent l'équivalence entre charbon et civilisation. On ne cesse de mettre en avant au fil du XIXe siècle et encore au début du XXe que l'Angleterre est le sommet de la civilisation, notamment grâce à ce charbon qui lui donne une puissance sans équivalent. Or, ces intellectuels, encore rares quand même sur cette période, comme John Ruskin, un critique d'art, ou William Morris, un penseur socialiste et un designer, contestent l'existence même d'une civilisation reposant sur le charbon, en disant qu'on n'est pas du tout un sommet de civilisation, bien au contraire, vu la laideur du monde victorien qui est créé par ce combustible, on peut au contraire s'inquiéter finalement de ce monde nouveau qui est en train de naître. Et enfin, il y a les entreprises énergétiques, de l'électricité, du gaz, du pétrole, qui vont bien sûr contester cette place du charbon pour mettre en avant leurs propres énergies. Et elles vont s'appuyer sur ces contestations antérieures, et notamment sur la saleté provoquée par le charbon et le poids qu'il fait porter sur les épaules des femmes notamment. Et c'est très intéressant de constater qu'en réaction, les entreprises productrices de charbon et distributrices de charbon vont s'allier dans ce qu'on a appelé le Coal Utilization Council, le Conseil d'utilisation du charbon, qui va lancer une véritable campagne de propagande et marketing dans les années 1930 pour défendre cette place du charbon et défendre cette civilisation. L'étude que je propose dans ce livre est très située chronologiquement et géographiquement, puisque je parle de l'Angleterre des années 1830 à 1940, mais j'ai voulu en tirer des conclusions pour notre propre rapport aux énergies fossiles, pour essayer de voir ce qu'on peut comprendre en fait à partir de cette étude, d'autant qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place au XIXe siècle, qui ont un impact encore aujourd'hui. Et il y a deux grandes leçons, peut-être, je crois, à en tirer. La première, c'est l'absence de déterminisme énergétique. Il faut sortir de l'idée que les énergies se succèdent naturellement par le simple fait de progrès techniques. Ici, on voit très clairement qu'il y a dans la résistance du charbon, par exemple, des tensions, des négociations, des rapports de pouvoir, manifestés par exemple par le Conseil d'utilisation du charbon, qui va défendre cette place du charbon dans la société britannique. Et donc, dès lors, prendre en compte ces résistances, prendre en compte ces rapports de pouvoir, c'est refuser aussi l'idée que la solution à notre transition énergétique aujourd'hui passera uniquement par la technologie. Elle aura son rôle à jouer, mais il faudra prendre en compte aussi la place des consommateurs, la place des choix, et ne pas considérer les individus comme purement rationnels. La deuxième conséquence, et la deuxième leçon peut-être à en tirer, c'est justement la place de ces imaginaires. Les Britanniques ont développé, et nous avec finalement en quelque sorte, un imaginaire de la puissance qui va allier l'idée d'un accroissement de civilisation au fur et à mesure où on accroît la consommation énergétique. Et c'est bien sûr vrai en partie, on a accru notre bien-être, bien entendu, par l'accroissement de la consommation énergétique, mais il est probable qu'il y ait un seuil au-delà duquel une augmentation de cette consommation énergétique n'apporte plus rien. Et certains historiens d'ailleurs l'ont montré. Et dès lors, il importe de casser cette équivalence civilisation-consommation énergétique pour changer nos imaginaires, ces imaginaires de la puissance, et mettre en avant le fait qu'une sobriété énergétique ne nous fait pas forcément retourner à l'âge de pierre. Et il importe donc aussi d'essayer de créer un futur désirable autour de cette sobriété énergétique. Le seul problème, c'est que transformer un imaginaire demande du temps et que le temps aujourd'hui nous manque.